Bonjour, aujourd'hui donc nous allons voir le chapitre 20 donc, du programme de Terminal S. On va parler de numérisation de l'information. Nous allons commencer par quelques généralités sur la chaîne de transmission de l'information. Alors on vous dit qu'une chaîne de transmission est l'ensemble des dispositifs qui permettent le transport de l'information. Donc une chaîne de transmission comprend une source, un canal et un destinataire. Donc ce sont des généralités, ça on va prendre un exemple. Donc par exemple, si vous téléphonez à quelqu'un, eh bien vous avez la source du message, c'est vous, c'est votre voix. Et puis au niveau du téléphone, vous avez un haut-parleur, pardon, un micro donc qui va convertir votre voix en un signal électrique, ça c'est l'encodeur. Après, vous avez un canal de transmission. Bon, le canal de transmission, si c'est un téléphone portable, c'est l'air ambiant. Si c'est un téléphone filaire, ça sera un fil de cuivre. Et puis, vous avez le destinataire. Le destinataire, ça va être un autre téléphone. Et vous avez un haut-parleur qui va donner l'information, qui va la convertir de forme d'un signal électrique à un signal acoustique. Bon, alors là, j'ai fait dans les très grosses généralités. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans le cas d'un téléphone, mais c'est pour simplement vous visualiser source, canal, destinataire. Alors, on vous dit que il est souvent nécessaire de convertir le message en une grandeur facile à transmettre. Donc, c'est ce que je voulais illustrer ici. Avec le téléphone, la voix ne va pas se transmettre forcément très bien sur de longues distances. On convertit la voix qui est un signal sonore en un signal électrique que lui, on va pouvoir convertir d'une façon ou d'une autre sur une grande distance. Donc un signal électrique que l'on peut transmettre à travers un fil ou un signal, on va dire, sous forme d'onde électromagnétique que l'on va pouvoir transmettre dans les airs. Ensuite, on vous dit ainsi, à l'entrée et à la sortie d'un canal de transmission, on comporte deux dispositifs appelés émetteurs et récepteurs. Ils convertissent le message en un signal facile à transmettre et inversement. Donc c'est ce que je vous ai dit et ce que j'ai voulu illustrer. Donc voilà pour le grand 1. On passe maintenant au cœur de la leçon, où on va parler donc de signal analogique et de signal numérique, et on va dire comment on passe d'un signal analogique à un signal numérique. Alors tout d'abord, on va définir ces termes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un signal analogique et qu'est-ce que c'est qu'un signal numérique? Alors tout d'abord, un signal analogique, ça varie de façon continue dans le temps, de manière analogue à la source. Donc par exemple, ici quand je parle à un micro, ma voix va faire vibrer la membrane d'un microphone, et ce microphone va convertir ma voix, donc des vibrations de l'air, en un signal électrique. Donc le signal électrique qui est délivré par un microphone est un signal analogique, puisqu'on va générer un signal électrique qui va dépendre de façon continue du temps et qui va varier ainsi comme ma voix, de façon analogue à ma voix, donc je vais avoir un signal analogique. Donc pour le signal analogique, je vous ai mis ici un diagramme, là où vous avez la courbe bleue. Vous voyez donc une courbe qui varie de façon continue et qui, comme ceci, a une forme ici périodique. Donc si vous avez une forme périodique comme ceci, ça veut dire que vous avez un son. Donc les ordinateurs ne traitent pas les signaux analogiques, ou pas directement. Les ordinateurs vont traiter des signaux numériques. Alors un signal numérique, c'est un signal qui va varier de façon discrète en fonction du temps. Alors discrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de façon discontinue. En gros, dans un ordinateur, vous savez que tout signal, en fait, ce que l'on envoie, c'est des 0 et des 1. Bon, ça peut se résumer à ça. Si on veut distinguer un signal numérique, il va prendre certaines valeurs, mais il va passer de l'une à une autre valeur, donc de façon non continue.
donc comme dans le cas de la courbe rouge que vous avez ici sur les droites. Donc un signal numérique, c'est constitué d'une succession de 0 et de 1 pour aller vite. D'ores et déjà, sachez que ce qu'on appelle 0 ou 1, ça représente ce que l'on appelle un bit, c'est-à-dire une unité d'information. Je vous ai mis un bit binary digit. Alors, en remarque, et ça c'est important, un signal analogique est sensible aux perturbations, aux bruits parasites qu'il s'en trouve modifiés. Donc, par exemple, ici, vous avez le signal analogique de départ, et après transmission, vous avez un signal comme ceci qui est bruité. Alors, dans notre environnement, maintenant, on ne connaît plus trop les signaux analogiques, mais vous avez un exemple, c'est avec la radio FM, quand vous écoutez la radio dans la voiture. La radio FM, c'est encore un signal analogique. Si vous vous éloignez de la source d'émission de la radio, vous entendez toujours le signal, mais avec un bruit de fond. C'est ce qui se passe, vous entendez le signal qui est de plus en plus perturbé. Pour un signal numérique, eh bien, le signal il est peu sensible aux valeurs, il est peu sensible donc aux parasites. Justement parce que vous avez un écart important donc de tension entre la valeur basse et la valeur haute. Donc le signal numérique, s'il est bruité, on ne va pas entendre la différence. S'il est trop bruité, on ne va simplement pas l'entendre du tout. Donc avec un signal analogique, au fur et à mesure que la qualité du transport de l'information se fait, on l'entend de moins en moins bien, ça de façon progressive, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source par exemple, ou qu'il y a de plus en plus de bruit. Pour un signal numérique, soit on l'entend, soit on ne l'entend pas. On l'entend très bien, puis s'il y a trop de bruit, on ne l'entend plus du tout. Voilà. Maintenant, on va parler de la conversion d'un signal analogique en un signal numérique. C'est le cœur de la leçon ici, en gros. Alors, on parlera de CAN, conversion en analogique numérique, et puis si on fait l'inverse, conversion numérique analogique, c'est CNA. Alors, la première étape, c'est l'échantillonnage. Alors, je vais vous faire voir une petite animation pour illustrer cette conversion. Alors sur mon animation ici, le signal analogique c'est la courbe rouge et le signal numérique c'est la courbe bleu-vert. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'on fait quand on en fait un échantillon, un échantillonnage? Eh bien, on va découper donc le signal analogique en tranches comme ceci. Vous voyez, on va faire une mesure de la valeur donc de ce signal à intervalle de temps donné. Donc on va prendre une valeur toutes les par exemple ici on a un échantillonnage qui est de 10 Hz, donc toutes les 1/10 de seconde. Donc ce 1/10 de seconde, ça va constituer la période d'échantillonnage. Alors si je diminue la période d'échantillonnage, c'est-à-dire que j'augmente la fréquence d'échantillonnage, on peut voir évidemment que ici la courbe bleue se rapproche plus de la courbe rouge, c'est-à-dire que ma numérisation est meilleure, j'ai un meilleur échantillonnage. Donc à l'inverse, si la fréquence d'échantillonnage devient plus faible, eh bien je reproduis moins bien mon signal. Si je diminue trop la fréquence d'échantillonnage, je ne pourrai plus revenir au signal de départ, en fait j'ai perte d'information. Donc ça c'est le critère de Shannon. Il ne faut pas que la fréquence d'échantillonnage soit inférieure à la fréquence du signal. Ou on peut reprendre les choses dans l'autre sens. Le critère de Shannon me dit que la période d'échantillonnage doit être inférieure à la période du signal. Alors ici on met inférieur à la moitié de la période du signal. Bon, vous trouverez les deux versions. Donc sachez faire la différence entre passer de la fréquence d'échantillonnage à la période d'échantillonnage. Donc je vous rappelle que ces deux grandeurs sont inverses l'une de l'autre. Alors on va prendre un exemple. Donc pour numériser un signal avec un signal sonore avec la qualité d'un CD, on utilise une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Donc ça nous fait une période d'échantillonnage qui est de combien? Alors on prend l'inverse de la fréquence d'échantillonnage, donc une période d'échantillonnage qui est de 1 sur 44,1 kHz. Alors on va le convertir ce nombre en
Hz, donc 44,1 kHz, ça fait 44,1 10 puissance 3 Hz. Ça nous fait donc une période d'échantillonnage de 1 sur 44,1 multiplié par 10 puissance 3. Alors, ça nous fait, on le tape à la calculatrice, 1 divisé par 44,1 multiplié par 10 exposant 3, ça nous fait 2,26 10 puissance moins 5 secondes, soit 22,6 microsecondes. Donc ça veut dire que pour enregistrer un son donc avec une qualité CD, on va échantillonner notre signal sonore et toutes les 22,6 microsecondes, c'est-à-dire qu'on va prendre une valeur du signal sonore toutes les 22,6 microsecondes, donc c'est très peu. En fait, c'est basé sur la sensibilité de notre oreille. On ne peut pas suivre avec une telle vitesse les variations de son. Alors la qualité CD, c'est la meilleure qualité sonore que l'on puisse avoir, vu que on est basé sur les limites de notre oreille. Alors petite remarque, évidemment, si on augmente encore la fréquence d'échantillonnage, c'est tout à fait possible. C'est simplement que ça va nous faire plus d'informations et plus d'informations à stocker. Donc on va être limité par la quantité d'informations que l'on veut stocker. Deuxième étape de la numérisation d'un signal, c'est la quantification. Alors une fois qu'on a mesuré la valeur du signal à intervalle de temps donné, donc au bout d'une période d'échantillonnage, eh bien il faut cette valeur la convertir en un nombre binaire. Alors les nombres binaires, vous savez ce que c'est, ce sont des nombres qui sont constitués exclusivement de 0 et de 1. Donc on fait du calcul en base 2. On est en base 2, on se sert que de nombres de 0 et de 1. Alors petite remarque, je vous montre comment compter en binaire, compter avec que des 0 et des 1. Alors on a les nombres décimaux 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Quel est leur équivalent en binaire? Alors je peux écrire ici qu'il y a un nombre avec des 0 et des 1. Donc le 0, ça sera 0 en binaire. Le 1, ça sera 1. Bon, après, comment écrire un 2? C'est comme quand je vais passer de 9 à 10 avec un système décimal. Ici, je vais, comme j'ai pas de nombre après le 1, eh bien, je vais devoir placer le 1 donc pour des dizaines, et puis ici, je suis à 0. Donc, je suis passé à l'équivalent de 10, et ainsi de suite. Donc, après, qu'est-ce que je vais avoir? Après ce 10, je vais avoir 11. Après 11, je vais avoir donc 100, puis 101, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'effectivement, écrire un nombre en binaire, ça va être beaucoup plus long que d'écrire un nombre en décimal. Alors, si je mets soit un 0, soit un 1, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'unité d'information, le 0 ou le 1, c'était le bit. Donc si j'ai un bit, je peux écrire soit 0, soit 1, donc je peux écrire deux valeurs. Si j'ai 2 bits, je vais pouvoir écrire 4 valeurs possibles, 0, 1, 10 ou 11. Pour écrire des nombres plus ou moins importants, il va me falloir plus de bits. Plus le nombre que je dois écrire est important, plus il me faut de bits. Par exemple, si je veux écrire 5, il me faut au moins 3 bits pour noter 1, 0, 1. Voilà. Donc dans la numérisation, toutes les valeurs que va prendre le signal, on va les approximer par un nombre limité de valeurs. Et le nombre de valeurs que l'on va utiliser, c'est la résolution. Donc la résolution, c'est 2 à la puissance k, où k, c'est le nombre de bits utilisés. Donc si j'ai, comme je viens de vous le dire, un bit, eh bien ma résolution, elle est de 2. Je peux prendre deux valeurs. Si j'ai 2 bits, eh bien ma résolution sera de 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. Je vais pouvoir stocker 4 valeurs, et ainsi de suite. Alors je vous montre ce que ça donne sur une petite animation. Alors j'ai ici toujours mon signal analogique en rouge et mon signal numérique en bleu. Alors là ici je me suis placé avec une fréquence d'échantillonnage faible, donc de 5 Hz.
Et ici je m'intéresse à la quantification, donc j'ai une quantification sur 2 bits. Alors une quantification sur 2 bits, ça veut dire que j'ai donc 2 à la puissance 2, 4 valeurs possibles. Donc les 4 valeurs possibles, je vais approximer mon signal analogique par 4 valeurs possibles. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une valeur ici qui est 0, une valeur qui est celle-ci, là, une valeur qui est celle-ci, et une valeur qui est la valeur maximale. Donc en sortie, je peux avoir 4 nombres différents. Donc évidemment, vous voyez que je peux avoir 4 paliers différents pour ma courbe numérique en bleu. Donc évidemment, je ne reproduis pas fidèlement la courbe en rouge. Si j'augmente la quantification, eh bien, vous pouvez voir effectivement que j'augmente ici, je suis mieux la courbe rouge. Alors ça ne se voit pas forcément ici très bien, hein, parce que j'ai une fréquence d'échantillonnage qui est faible. J'augmente ma fréquence d'échantillonnage, je me mets sur 50 Hz, vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'échantillonne sur 4 valeurs possibles de bits, donc reproduction du signal qui est assez mauvaise. Sur 4 bits, je colle mieux au signal parce que j'ai toutes ces valeurs là qui sont possibles, et sur 8 bits, eh bien j'ai 2 à la puissance 8, donc 256 valeurs possibles, et je peux reproduire facilement mon signal, enfin en tous les cas fidèlement. Donc on définit ainsi le pas de quantification. Le pas de quantification, c'est la plage de mesure divisée par la résolution. Donc je vous donne un exemple. Si ainsi ma plage de mesure, si je vais pouvoir faire des mesures pour mon signal entre 0 et 6 volts. Donc j'ai une plage de mesure de 6 volts. Avec une résolution de, eh bien, si je suis sur 2 bits, j'ai une résolution de 2 à la puissance 2, donc qui est de 4. J'ai 4 valeurs possibles. Donc 4 valeurs possibles, mon pas de quantification sera donc de 6 divisé par 4, ce qui nous fait 1,5 volts. Si maintenant donc je prends une résolution donc sur 3 bits, donc je vais avoir une résolution de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. Mon pas de quantification sera de 6 volts sur 8, c'est-à-dire 0,75 volts. Donc et ainsi de suite. Vous voyez en fait que je vais pouvoir faire de plus en plus de mesures si évidemment j'ai une résolution qui est plus importante. Donc pour conclure, vous voyez, le signal numérisé est d'autant plus proche que du signal analogique que la fréquence d'échantillonnage est grande, donc que la durée entre deux mesures est faible, et que le pas du convertisseur est faible. Ça veut dire que les mesures sont codées sur un plus grand nombre de valeurs binaires. Alors, je vous montre ce que ça donne sur notre animation. Donc ici j'ai la quantification sur 2 bits et la fréquence d'échantillonnage sur 5 Hz la plus basse possible. Donc regardez, mon signal donc va être numérique va être mieux à mesure que j'augmente la fréquence d'échantillonnage et que j'augmente la quantification. Alors évidemment, si je n'augmente que l'un ou que l'autre, je ne sais pas pour autant que je vais avoir une meilleure un meilleur signal de sortie, un meilleur numérique. Il faut vraiment ici que j'augmente les deux. Évidemment, quand je vais augmenter la fréquence d'échantillonnage et la quantification, eh bien le prix à payer, c'est que je vais avoir plus d'informations et plus d'informations à stocker ou à transmettre. On prend l'exemple donc d'un CD audio. Donc pour le CD audio, je vous répète, c'est la meilleure qualité audio que l'on peut avoir. Donc on a une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Donc on a vu que ça nous faisait une fréquence d'échantillonnage, pardon, une période d'échantillonnage de 22,6 microsecondes. On a un codage sur 16 bits. Donc avec un codage sur 16 bits, donc on a une résolution, c'est-à-dire le nombre de valeurs possibles qui est de 2 à la puissance 16, c'est-à-dire 65 536 valeurs possibles. Ça nous fait donc, vous voyez, une très bonne résolution.
On a ensuite deux voix. Deux voix, ça veut dire un signal différent pour les deux haut-parleurs, ou pour l'oreille droite et pour l'oreille gauche. Donc ça nous fait une quantité d'informations importante à stocker. Alors par exemple, on peut calculer la quantité d'informations que l'on va devoir stocker pour un échantillon de musique de 3 minutes. Ça ferait combien? Alors, pour 3 minutes, donc je fais ici, je fais 44,1 multiplié par 10 puissance 3 mesures à chaque seconde. Ça, c'est ma fréquence d'échantillonnage. Donc c'est le nombre de mesures que je vais faire par seconde. Ce nombre de mesures, je le fais sur 16 bits. Et j'ai ici deux canaux, puisque j'ai l'oreille droite et l'oreille gauche, donc deux canaux. Et ça, donc, c'est ce que je fais chaque seconde. Il me faut ce nombre d'informations là, ce nombre de bits là. Donc si je lui multiplie pour un morceau de 3 minutes, je vais multiplier ça par 3 multiplié par 60. Donc ça me fait ici au total un nombre d'informations donc pour un morceau de 3 minutes qui est de 2,5 multiplié par 10 à la puissance 8 bits. Donc ça fait un volume d'informations très important à stocker. Alors, ça, 2,5 10 puissance 8 bits, ça fait combien avec une unité que vous connaissez mieux? Alors d'abord, on ne mesure pas les capacités mémoire directement en bits, mais on va utiliser des octets. Alors un octet, c'est un ensemble de 8, hein, et pour l'informatique, un octet, c'est un ensemble de 8 bits. Donc pour avoir cette valeur ici en octets, eh bien, je vais la diviser par 8. Donc divisé par 8, ça me fait, alors j'arrondis, hein, à peu près 3,2 10 puissance 7 octets. Bon. Alors, c'est toujours pas une unité qui est parlante pour nous, donc on va convertir ces octets dans l'unité ici la plus appropriée, c'est-à-dire en mégaoctets. Alors on va dire que 1 mégaoctet, c'est le préfixe méga, ça veut dire 10 puissance 6, donc c'est 10 puissance 6 octets. Donc je divise par 10 puissance 6 et ça nous fait ici 32 mégaoctets. Voilà. Donc notre morceau de musique de 3 minutes pour le stocker en mémoire, il nous faut 32 mégaoctets. Alors il y a ici une petite subtilité, puisque en informatique, on utilise des puissances de 2. Alors en fait, quand on va avoir un kilooctet ou un mégaoctet, on va faire une nuance. Alors logiquement, un kilooctet, c'est 1000 octets. Mais la puissance la plus proche de 1000 octets, c'est 1024. Et 1024, c'est 2 à la puissance 10. Donc quand on a 1 kilooctet, on va dire que l'on a 1024, que l'on a 1000 octets. Mais si je compte avec des puissances de 2, donc je vais dire que j'ai un kilooctet, un kilo, qui est égal à 1024 octets. Alors honnêtement, les informaticiens font pas la différence, parce que ça se joue pas à beaucoup. Ils disent que un kilooctet c'est 1024 octets. Nous dans notre programme on fait la différence entre le préfixe kilo qui veut dire 1000 et le préfixe ki qui veut dire 1024. Les informaticiens eux ont intégré que un kilooctet c'est 1024 octets, c'est-à-dire la puissance de 2 la plus proche. Donc pour ici les mégaoctets, eh bien on va prendre la puissance de 2 la plus proche. Donc ça nous fait un mégaoctet informatique, je ne sais pas comment dire. La puissance de 2 la plus proche c'est 2 exposant 20. Donc ici pour avoir le résultat en mio, il faudrait non pas diviser par 10 puissance 6 mais par 2 puissance 20, ce qui nous fait 30,3 mio. Voilà. Donc
là une différence entre les MO et les MIO. Bon, les informaticiens, je vous ai dit, disent que un mégaoctet c'est 2 10 puissance 20 octets, et donc on fait pas vraiment la différence entre les deux. Bon, ça c'est une petite subtilité qui n'amène pas à grand chose. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on est en informatique, on compte avec des puissances de 2, les ordinateurs raisonnent avec des 2, donc tout s'ensuit avec des puissances de 2. Donc je viens de traiter la première partie de ce chapitre sur la numérisation. La deuxième partie de ce chapitre, c'est sur les images. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, d'une deuxième partie pour ce cours. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez compris, et puis je vous dis à bientôt.